J'ai envie d'en venir à quelque chose qui est peut-être plus délicat, qui est la désobéissance civique et la désobéissance civile. Fabrice, c'est quelque chose qu'il faut différencier d'abord. Civil et civique, c'est deux choses fondamentalement différentes, somehow. Oui. Et encore une fois, il y a des sens différents que l'on peut donner à la désobéissance. Hein. Parfois, par exemple, dans des régimes d'occupation, des paysans, par exemple, vont faire de la désobéissance généralisée en refusant des réquisitions. C'est pas du tout pour forcément s'opposer à un système au départ, c'est simplement parce qu'ils veulent garder le produit de leur travail. Mais si tout le monde fait ça, à un moment donné, eh bien, les collectes ne marchaient plus, les réquisitions ne marchaient plus, et par exemple, sous l'occupation allemande, eh bien, le système de ravitaillement général, à la fin de l'occupation, ne marchait plus parce que chaque paysan, de sa propre initiative un petit peu, refusait la collecte, et ça donnait un phénomène de désobéissance généralisée. Et alors la différence entre civique et civil, c'est quoi? Eh bien, c'est que il y a des phénomènes de désobéissance par rapport à la loi. Si on s'oppose à la loi, là c'est plutôt civique. Et si on s'oppose à un système, ça devient plutôt civil. Alors là, on entend ça chez soi, vous êtes chez vous en pleine nuit sur Télébocal ou même maintenant en train de nous regarder derrière votre écran d'ordinateur ou en rediffusion, je ne sais pas à quelle heure, et vous dites oui, mais il y a des exemples contemporains, les 99%, les indignés, Anonymous, donc il y a plein de formes finalement de résistance et d'insurrection, entre guillemets, ou tout au moins de volonté de faire quelque chose d'autre. Mais on voit avec quelle force aujourd'hui ils sont réprimés. C'est finalement ce que s'est pris la commune dans la tête, c'est-à-dire un régiment de mecs qui va tous vous défoncer. Aujourd'hui, on a un peu peur de mourir, c'est ce qu'on abordera plus demain, c'est-à-dire qu'il faut perdre cette peur de mourir pour pouvoir aller plus loin, se dire qu'il y a quelque chose qui vaut plus fort que ma vie, ce qui s'est passé au moment de la commune, c'est-à-dire que les mecs étaient prêts à crever pour défendre l'idée qu'ils avaient du vivre ensemble, en quelque sorte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que cette voie soit efficiente et qu'elle finalement réunisse ces 99%? Parce que souvent, en petit bourgeois, chez soi, on va regarder la télé, ah, ces connards d'indignés, ils arrêtent le système, ils ralentissent le progrès, mais en fait, non, et peut-être qu'ils ont raison. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que on est d'accord, il y a beaucoup aujourd'hui de mouvements alternatifs. Le problème, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de mal à se faire encore entendre. Et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, et surtout, c'est des mouvements qui restent relativement divisés. Et Marx le disait à propos de la Commune de Paris. Pour lui, l'échec de la Commune de Paris, ça a été un laboratoire d'idées parce qu'il a dit si la Commune de Paris n'a pas réussi, c'est parce que le mouvement était trop divisé, c'est parce que tout le monde ne tirait pas dans le même sens. Et il en a conclu de ça toute sa théorie révolutionnaire d'un parti très discipliné, très hiérarchisé, qui sera appliqué ensuite par Lénine en Russie en 1917 et qui là va marcher. Non mais dans quelle mesure on peut avoir cette vision du monde? On a plein d'exemples, du passé, de comment il faut faire. Il faut être dans un comportement raisonnable, raisonné, responsable vis-à-vis de l'écologie, de l'économie, du social, du politique. Et pourquoi aujourd'hui on continue à nous abreuver de théories qui consistent à dire le progrès on ne peut pas l'arrêter, c'est comme ça, à la Thatcher, quoi, Tina, there is no alternative, alors qu'il y en a. Mais la clé c'est l'école, c'est l'éducation. Là encore... Thérèse est contre, apparemment elle fait la moue. Non, je suis pas contre, mais comme elle est faite l'école, ça m'étonnerait que... Si on regarde un certain nombre de mouvements insurrectionnels qui ont fonctionné, c'est parce qu'ils ont parfois fait de la propagande auprès des jeunes générations, un enjeu très important. La guerre d'Indochine, la France l'a peut-être pas tant perdue sur le plan militaire, bien sûr il y a des Bien Phu, mais la France le perd d'abord sur le plan du combat auprès de l'opinion. La guerre d'Algérie, ce sera un petit peu la même chose. À Cuba, au milieu des années 50, lorsque Fidel Castro et Che Guevara commencent à monter leur révolution, bien sûr il y a la guérilla, bien sûr il y a la révolution armée, mais si à un moment l'île bascule, c'est aussi parce que Che Guevara, qui était médecin, il allait soigner dans les campagnes, il allait soigner les paysans. C'est parce que Castro et Che Guevara développaient sur place des écoles pour encadrer la population, et à un moment donné ça a entraîné le basculement des paysans et ça a permis à la révolution de fonctionner. Donc il y a vraiment ce travail auprès de l'opinion par le biais
des médias, de l'école, qui est, à mon sens, c'est ce qu'a montré l'histoire, essentiel. D'accord, donc on peut confirmer ce que je disais en préambule de cette émission, qu'on est dans une forme de guerre de l'imaginaire et que le cœur, le territoire de la bataille, c'est le grand public, c'est la masse. C'est ça. Qu'il faut convaincre. On n'est plus dans la guerre des corps et du sang, on est dans une guerre de l'imaginaire, des flux, des images, du texte. Il faut convaincre par l'image. Bien sûr, et on n'en est qu'au début. Je disais tout à l'heure, la Commune de Paris adopte la loi de séparation de l'Église et de l'État, ou l'idée d'école laïque. Ça ne marche pas en 1871. Mais en attendant, il y a eu des publications là-dessus, il y a eu un précédent, et ça marchera 20 ou 25 ans plus tard, avec les Républicains, lorsqu'ils prendront le pouvoir en 1800, dans les années 1880. Donc peut-être que nous ne sommes qu'au début. Ça veut dire que ce qu'on fait n'est pas vain. Peut-être que nous sommes une graine qui va devenir un séquoia terrestre. Si vous voulez rajouter quelque chose avant oui, d'écouter Camille Kouyaté. Le corps et le sang Monsieur des Fogg. femmes, c'est tout à fait autre chose. Et que tant que vous ne penserez pas que la moitié du monde sont des femmes, plus la moitié du monde, et que même ici sur votre stand, je n'aperçois qu'une femme, 2 femmes, et que le reste c'est les mecs, bah, c'est bien ce que non, je vois. ça c'est faux, madame. Ça, hein. c'est- On a beaucoup de demoiselles qui travaillent avec nous, il y a des cadreuses, il y a une demoiselle qui est là. oui. Non, nous la parité on connaît. Hein. Au rôle secondaire. Thérèse, et en plus, au elle- rôle secondaire. Ah non, non, Elles sont, non, elles, c'est sont faux, toutes, c'est elles faux. sont toutes hyper bonnes. Je m'insurge. Elles nous nourrissent vraiment Moi en aussi. pulsions sexuelles, quoi. Elles sont là pour être des muses. Ah oui. Je taquine, Oui. Thérèse, je taquine. Là, Je taquine, vas tu recevoir peux mon pas poing nous dans la attaquer gueule sur dans la pas longtemps. parité. Nous sommes paritaires. Nous sommes paritaires. Non, tu rigoles. Bien sûr 1, que 2, si. 3, 4, 5, 6, et je vois 2 femmes. C'est ça ta parité? Mais sur la chambre air, les hommes s'unissent. Écoutez, c'est À la magnifique. Chambre des députés, il y a aujourd'hui 25% de femmes. Eh Depuis bien- les dernières élections. La chambre